L'intelligence émotionnelle, c'est d'abord une capacité à être au contact de ce que l'on ressent, donc de ses propres émotions, et de les comprendre. Et puis aussi, c'est une capacité à guider, à canaliser ou à influencer ses propres émotions. Et on n'est pas seul dans la vie, les émotions, c'est notre lien avec notre environnement. Donc c'est aussi être capable de faire la même chose avec les autres, c'est-à-dire se connecter aux autres, comprendre, détecter quelles sont leurs émotions et être capable aussi de les aider à influencer leurs propres émotions. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM jusqu'à 10h. Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. Mon invité ce matin s'appelle Claire Lauzol. Bonjour Claire et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes praticienne certifiée en coaching individuel et collectif et vous accompagnez grâce au coaching notamment les managers, les dirigeants et les experts dans le développement de leur intelligence émotionnelle. On va en parler ce matin puisque vous êtes co-auteur d'un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'intelligence émotionnelle aux éditions Erol, sous-titré « Utiliser la puissance des émotions pour développer confiance, engagement et coopération ». Les émotions sont en entreprise, elles ne sont plus bannies de l'entreprise. À quoi servent-elles ? Mais déjà, c'est une excellente nouvelle. Alors, merci déjà de cette invitation, Philippe. Moi, je suis ravie de venir parler de ça parce que c'est une bonne nouvelle que les émotions soient réhabilitées, entre guillemets, en entreprise. À quoi elles servent ? Elles servent à mieux discerner, à mieux nous piloter, à mieux avancer dans ce qu'on a à faire, pas que dans notre vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Et notamment, peut-être on en reparlera après, elle nous guide dans nos prises de décision, elle nous guide dans nos apprentissages, dans nos capacités à nous concentrer, à porter notre attention sur ce qui est important, notamment. Bon, quelle est votre météo émotionnelle du jour ? Merci pour cette question. Écoutez, pour moi, c'est grand soleil aujourd'hui. Voilà. C'est un des outils qu'on peut utiliser avant d'ouvrir une réunion, par exemple. Alors, c'est un outil très utile. Moi, j'aime beaucoup le transmettre quand je fais du coaching d'équipe, notamment, mais ça m'arrive aussi pendant les formations de transmettre ça aux équipes que j'accompagne, aux groupes que j'accompagne. Et c'est une bonne manière d'aider les personnes à se connecter à ce qu'elles ressentent vraiment au moment où elles rentrent dans ce collectif, dans cette interaction collective. Alors, l'intelligence émotionnelle, ou IE, on en parle de plus en plus depuis quelques années. Quelle est votre définition à vous de l'IE ? Alors, je vais vous donner une définition qui pour moi est utile. C'est pas une opposition entre l'intelligence au sens du quotient intellectuel versus la dimension émotionnelle, mais c'est plutôt d'abord une capacité. C'est une capacité à être au contact de ce que l'on ressent, donc de ses propres émotions, et de les comprendre. Et puis aussi, c'est une capacité à guider, à canaliser ou à influencer ses propres émotions. Et on n'est pas seul dans la vie, les émotions, c'est vraiment notre lien avec notre environnement. Donc c'est aussi être capable de faire la même chose avec les autres, c'est-à-dire se connecter aux autres, comprendre, détecter quelles sont leurs émotions et être capable aussi de les aider à influencer leurs propres émotions. Ce qu'on appelle la fameuse empathie. On en parlera. Là, ce que vous me donnez, ce sont les composantes de l'intelligence émotionnelle. Mais vous, si vous deviez le définir, les gens qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, par exemple ? Moi, je dirais que c'est une capacité à s'ajuster finement à notre environnement. Voilà. Et avec un environnement qui représente des composantes qui sont affectives et qui vont générer des émotions chez nous. Qui est à l'origine du concept ? Alors, celui qui l'a vulgarisé, c'est Daniel Goleman. Mais il s'est inspiré, en fait, il s'est appuyé sur les travaux de 2 psychologues américains, donc Meyer et Solavey, et qui, eux, avaient vraiment défini ce qu'était l'intelligence émotionnelle. Et il a ajouté, en fait, à la base, il est psychologue, journaliste, et il a eu, je dirais, la très bonne idée de vulgariser. Il a senti probablement qu'il y avait un sujet derrière, et il en a fait vraiment un sujet extrêmement populaire. Il a participé. Il l'a vulgarisé. Est-ce qu'il avait bien compris ce que lui avait dit Alors moi, j'étais pas là à l'époque. C'est vraiment les années 90. Mais c'est récent. Ça a une trentaine d'années comme concept. Voilà. C'est ce qui est intéressant, c'est que les études elles-mêmes étaient un peu plus anciennes. Mais est-ce qu'il a vraiment complètement vulgarisé ou pas transformé les choses ? Les avis sont partagés. Moi, je ne me permettrai pas j'ai vu que sur la question, effectivement... mais c'est ce qui reste aujourd'hui et ce qu'on utilise. Et aujourd'hui, on parle aussi de ce fameux QE, alors le quotient émotionnel, alors je ne sais pas si on l'oppose ou qu'on ajoute au QI, le quotient intellectuel.
Alors, la question, moi je trouve que c'est une question qui est à la fois intéressante et en même temps un faux débat, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'opposition entre la dimension intellectuelle au sens de comprendre, connaître, accéder à une réalité qui soit rationnelle, et cette dimension qui est sensible, donc la capacité à accéder à nos émotions et à en faire quelque chose. Donc pour moi, il n'y a pas d'opposition. Par contre, le fait qu'on cherche à avoir des métriques dans l'un et dans l'autre, ça parle de comment est-ce qu'on veut réussir à diriger et orienter nos vies sur un champ ou sur l'autre. Voilà. C'est pour mesurer, en fait. Oui, c'est pour mesurer. Alors, il y a beaucoup de recherches, d'études qui sont faites. On parlait de Christophe Hague, qui est quelqu'un qui travaille sur le sujet depuis longtemps. Le Lyonnais, qui est formidable sur le sujet. Qui est formidable, qui est sérieux, qui est un chercheur, qui fait un travail vraiment de qualité et qui a mis au point un outil qu'un de mes co-auteurs, donc Régis Rossi, a découvert et a passé. Et qui... Vous le citez, donc c'est bien. Si j'ai bien... c'est un peu... Voilà, c'est un peu naturel. Il fait partie des personnes qui contribuent à rendre ce sujet à la fois, je dirais, populaire, mais en même temps sérieux. Moi, je suis à la base, j'ai une formation scientifique. Je suis pas, je n'aime pas qu'on raconte absolument n'importe quoi. Et d'ailleurs, je fais en sorte d'éviter d'aller sur des champs qui ne sont pas les miens. Donc, juste pour vous dire, dans le livre, on a cherché à donner des éléments qui étaient physiologiques, structurants, neurobiologiques, mais en même temps, ça n'est pas notre spécialité. Et moi, je suis effarée de voir à quel point tout un chacun est capable de parler du cerveau, de l'amygdale, de ceci, de cela, alors que je suis persuadée que le grand public ne sait même pas ni ce que c'est, ni où c'est. C'est juste... Et des neurosciences. Effarant. Ah, merci. On a beaucoup de spécialistes en neurosciences aujourd'hui, et ils en mettent partout. C'est ça. Il y a quelque chose sur lequel on est revenu, c'est la question du siège des émotions et de ce fameux cerveau droit et de cerveau gauche aussi. Non mais c'est vrai que c'est vrai. Et ça, il faut vraiment peut-être le restituer. Il n'y a pas de fondement scientifique là-dessus. Alors, il n'y a non seulement pas de fondement scientifique à ce jour. Alors, c'est vrai que parce que voilà, l'idée c'est de dire que le cerveau droit serait le siège des émotions et le gauche, soi-disant, le siège de la raison. C'est comme l'opposition historique philosophique entre effectivement la raison et les passions. Bon. On sait aujourd'hui que, pour le moment, encore une fois, c'est l'état actuel des connaissances. Voilà. Et c'est pas du tout ce qui a été décrit par les neurologues et toutes les personnes qui font de la recherche sur le fonctionnement de notre cerveau. Donc, il y a des gens qui ont fait des très beaux outils, qui ont gagné beaucoup d'argent avec cette approche-là. Et je dirais que c'est ancré maintenant dans je suis cerveau droit, ouais, je suis cerveau gauche. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Philippe, je raconte une anecdote justement où un des managers avec lesquels on travaillait nous a dit « mais moi je n'en peux plus de cette histoire, c'est comme s'il fallait à tout prix en entreprise être un bon cerveau gauche et que c'était mal d'être cerveau droit. Et moi je suis ni l'un ni l'autre, je suis les deux et je veux que les deux existent. » Et je me suis dit, mais voilà, enfin, une prise de position. Il y a une capacité incroyable à aller se mettre comme ça dans des trucs tout faits, des concepts pré-mâchés. Allez, prenez et puis mangez-en, quoi. Non. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est un signe des temps. En entreprise, plus l'entreprise devient inhumaine et plus on veut rajouter des variables, on va dire, émotionnelles. Est-ce que aujourd'hui, parce que c'est la mode en entreprise de vouloir rajouter voilà cette fameuse intelligence émotionnelle, mais finalement les sociétés elles vous demandent simplement d'être de plus en plus performants et d'être de plus en plus aujourd'hui polyvalents. Alors c'est un peu la réponse que j'allais vous faire. C'est pas parce qu'on devient inhumain qu'on veut mettre plus d'humains. C'est parce que l'entreprise elle est sans arrêt à la recherche de la performance. Donc tout ce qui va lui permettre de faire des pas, de progresser sur la performance, va avoir droit de citer. Si on n'avait pas eu d'études qui démontraient que d'avoir des femmes dans des comités de direction, ça changeait les niveaux de performance et les discussions, peut-être que ça aurait été plus difficile d'arriver à avoir des quotas. Je ne dis pas que je suis contre ou pour les quotas, je dis juste que dès que vous arrivez à démontrer quelque chose qui va dans le sens de la performance, ça intéresse l'entreprise. Et donc, c'est pas parce que l'entreprise d'un coup se rend compte que franchement, elle a des fonctionnements qui sont inhumains. Dieu merci, ça n'est pas le cas partout. C'est plutôt parce qu'elle se rend compte qu'il y a un véritable intérêt à aller accueillir de manière beaucoup plus globale, à 360 degrés, ce qu'est l'homme au travail.
l'homme ou la femme au travail. Donc c'est pas de l'emballage, c'est pas du marketing qu'on fait. Alors, encore une fois. Ce sont des stratégies de recrutement qui font qu'on demande, parce que c'est une compétence douce aujourd'hui, cette intelligence émotionnelle dont on parle. Oui, et à partir du moment où on a fait le constat, vous pouvez avoir des DRH qui font le pari de dire, voilà, on a des études, on a des cabinets de recrutement qui nous assurent qu'il y a une vraie différence. On fait le pari d'eux. Mais à partir du moment où vous avez un constat objectivé que ça fait une différence, qu'un manager qui va aussi prendre en considération cette dimension émotionnelle, il va avoir dans son équipe une dynamique différente, des gens peut-être plus engagés, des gens qui sont capables de faire un extra mile de performance ou de contribution. On va se dire, oui, peut-être que ça a effectivement tout son intérêt d'intégrer l'intelligence émotionnelle. Et peut-être même qu'on va former nos managers à l'utilisation de cette compétence-là. Mmh. C'est quelque chose d'inné ou ça s'apprend? Parce que quand vous dites qu'on va former nos managers, est-ce que cette intelligence émotionnelle dont on parle ce matin, c'est quelque chose qu'on a en nous finalement? Est-ce que ça s'apprend? Alors, merci, j'adore cette question. Elle va bien avec l'histoire du QI et du QE. L'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se développe. En fait, moi, dans mon métier, j'accompagne des managers, des dirigeants et des experts justement dans cette dimension vraiment très concrète. Comment je fais, moi, pour être un peu plus à l'écoute de mes émotions, mais aussi à les repérer, celles qui sont chez mes collaborateurs, plutôt que de faire comme si ça n'existait pas, voilà, ou faire comme si c'était forcément négatif. Voilà. Et donc, oui, ça s'apprend, oui, ça se développe, et oui, il y a des méthodes. Ça s'apprend, mais est-ce qu'en les apprenant, on est un bon praticien? Parce que on a beau me dire que l'empathie, ça s'apprend. Est-ce que l'empathie, c'est quelque chose qui s'apprend? Alors, est-ce qu'on arrive à apprendre à quelqu'un à devenir empathique? On pourrait dire que c'est un peu comme la métaphore pour la danse. Vous savez marcher, vous savez vous tenir sur vos deux jambes, vous savez évoluer de manière plus ou moins gracieuse, mais vous pouvez développer votre motricité, apprendre des gestes qui vont, mis les uns avec les autres, donner quelque chose d'extrêmement agréable à regarder et qui vont vous apporter des sensations agréables. Bon, donc d'une base qui est existante, et nos émotions, c'est absolument un des marqueurs de notre humanité. C'est aussi ce qui nous a permis de traverser les âges, de nous défendre, de survivre, d'arriver aujourd'hui au stade d'évolution où on en est. Donc oui, c'est fondamental. Nous ne sommes peut-être pas tous équipés de la même manière. Là, encore une fois, je ne suis pas neurologue. Voilà, je ne suis pas neurologue, je ne sais pas le dire. Mais en tout cas, ce que je sais, puisque je le fais, c'est que ça peut se développer. Allez, la première punchline de l'émission: avec un chef, on obéit, avec un manager, on réfléchit, et avec un leader, on grandit. Tiens, une autre punchline: celui qui sait écouter deviendra celui qu'on écoute. Alors ça, c'est vraiment, on parlait de leadership tout à l'heure, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, et notamment au sein du cabinet où je suis associée. C'est le fait de dire qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait donner. Et donc, pour pouvoir donner, il faut être capable d'écouter. Et c'est cette capacité, en fait, à accueillir, à écouter les autres, qui va donner aux autres l'envie de suivre. C'est un peu comme la confiance. Mon co-auteur Régis Rossi dit: la confiance est une prise de risque. En soi, quand on y réfléchit, on peut se dire, mais ça peut être quelque chose de complètement inné et naturel. Pourquoi ça serait une prise de risque? On parlait des neurosciences tout à l'heure, et pourtant, dans votre livre, j'ai lu que les illusionnistes ont des connaissances de l'esprit et des comportements que les neuroscientifiques n'auront jamais. Pourquoi ? Alors, ça c'est le déclaratif, c'est ce que disent, je crois, les neuroscientifiques qui ont eux-mêmes étudié l'approche utilisée par les illusionnistes. Alors, pourquoi ? Je pense qu'il y a une dimension chez l'illusionniste, une dimension de lien, une dimension sensible qui n'est pas strictement dans l'observation des phénomènes physiologiques, neurologiques. Et c'est une sorte d'intégration d'une somme de savoir, mais en même temps d'expérience relationnelle.
vous n'avez pas certainement vu Régis Rossi en conférence, mais ce qu'il arrive à faire passer comme émotion et ce qu'il arrive à nous faire faire, à nous faire expérimenter est juste, je trouve, incroyable. Et je ne suis pas forcément extrêmement bon public. Voilà, on s'est rencontrés il y a quelques années avec Régis. Je vous avoue, je suis toujours bluffée par sa conférence. Même si vous connaissez les... Eh oui, je ne connais pas tout. Je dis pas les trucs, mais... Je ne connais pas tout. Je connais certaines choses, mais je ne connais pas tout. Ah oui. Donc je pense que c'est cette dimension de la relation qui est j'allais dire de l'âme, quelque chose comme ça, de la personne en profondeur dans tout ce qu'elle a d'intégré en fait. Un neuroscientifique, il s'intéresse au fonctionnement du cerveau. Il est scientifique, donc il regarde ce qui se passe, les phénomènes au niveau de notre corps, au niveau des réactions, au niveau de notre physiologie. Régis, ou un illusionniste, il intègre d'autres choses. Ils font de la bonne diversion, en tout cas. Ah, bien dit. Ils font de la bonne diversion et ils prennent possession de notre cerveau. C'est ça. Moi, j'aime pas trop ça. Ouais. Hein ? Moi, je n'aime pas trop ça. Mais en fait, la manipulation, c'est pas forcément négatif. Quand on vous pique votre montre ou votre portefeuille, Philippe, c'est pas très agréable. En entreprise, je veux dire. Ah. Quelle différence faites-vous entre une émotion et un sentiment ? Alors, justement, on parle de manière très habituelle des émotions, comme si c'était immédiatement accessible. En réalité, l'émotion, c'est ce qui se passe en une fraction de seconde à l'intérieur de notre cerveau, de notre corps, avec une réaction physiologique très rapide, donc qui peut être l'augmentation du rythme cardiaque, l'augmentation de la température, etc. Et ça, c'est la partie qui est complètement automatique et qui normalement ne nous est pas accessible. Par contre, ce qui nous est accessible, ce sont les signaux que notre corps nous envoie. Et à partir du moment où notre cerveau capte ces signaux, donc réagit, des pensées et une analyse peuvent se mettre en route. Et c'est là qu'on parle de sentiment. Donc c'est l'aspect conscient de l'émotion qui est donc ressenti de manière immédiate et automatique. Donc une émotion qui devient consciente devient un sentiment. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut donc apprendre à comprendre chez soi-même ? Alors oui, parce qu'en fait, entre l'émotion et le sentiment, il y a l'interface justement d'un processus cognitif, donc une forme d'analyse où nous pouvons associer à ce que nous ressentons et à l'expérience que nous sommes en train de vivre et qui est génératrice d'émotions, nous pouvons associer des pensées. Ces pensées, elles peuvent être agréables, elles peuvent être positives, elles peuvent être tournées vers l'autre, vers l'ouverture, mais elles peuvent être aussi extrêmement pénibles, difficiles à vivre, et elles peuvent auto-entretenir une première expérience négative, une première émotion négative. En gros, les émotions, alors il y en a de deux types, primaire et secondaire. Les primaires, à peu près, il n'y a pas de négociation, elles sont quasiment toutes les mêmes. C'est sur les émotions secondaires que chacun en rajoute ou pas. C'est exactement ça. On peut dire qu'il y a ces 6 émotions qui sont primaires et sur lesquelles on est à peu près tous d'accord. Et en même temps... J'en ai vu 7 parfois, mais bon... Oui, mais, alors... ce qu'il y a, c'est que... Ça décrit de manière très globale, peut-être un peu même pas assez fine, ce que nous ressentons, d'où l'importance des émotions secondaires. Et c'est des sentiments, en fait, d'une description plus fine et du vocabulaire qui va avec. Donc, les primaires, c'est... Alors, donc, on a la joie, on a la peur, on a le dégoût, on a la tristesse. La colère qui est quand même très importante, et la surprise. Moi, j'ai toujours eu du mal à me dire que la surprise était une émotion. Ouais. Mais ça parle de moi, voilà. Parce que derrière chacune des émotions, il y a un besoin. Et quand on regarde le besoin qui est derrière la surprise, il est un peu moins facile à... Ça dépend si elle est bonne ou mauvaise. C'est ça. Non, la surprise, ça peut vous aider à vous échapper ou à... Oui, mais oui, c'est vrai, c'est ni bon ni mauvais, vous pouvez être figé aussi, mais c'est un peu comme la peur. C'est un peu le même type de réaction que vous allez avoir avec une émotion de type peur. Et ensuite, il y a l'intensité des émotions, et c'est là-dessus qu'on peut travailler. Absolument. On peut travailler dans l'intensité, on peut travailler d'abord sur l'identification, ça veut dire être à l'écoute de ces fameux signaux physiques dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que mon rythme cardiaque s'accélère ? Est-ce que le rose aux joues est en train de monter ? Est-ce que j'ai les mains moites ? Est-ce que j'ai du mal à respirer ? J'ai une sensation d'oppression ? Est-ce qu'au contraire, je me sens extrêmement léger, ouvert, mes gestes sont amples ? Il y a des tas
de marqueurs physiques, de signaux physiques, physiologiques, qui nous renseignent sur ce que nous vivons, sur ce que nous éprouvons. Et plus nous apprenons à être au contact de ça, à être en écoute de ça, plus nous allons commencer à développer notre intelligence émotionnelle. Alors, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, parce que ça dépend aussi de la manière dont on a été éduqué. On parle d'alphabétisation émotionnelle. Un parent qui est capable de verbaliser ce qu'il observe des changements de comportement, et en particulier affectifs de son enfant, va l'aider à mettre des mots et à faire des correspondances entre ces signaux physiologiques qu'il reçoit, ces sensations qu'il a, et son état émotif. Vous avez des parents qui sont capables de faire ça parce qu'ils ont lu, parce qu'ils sont formés, parce que ça les intéresse, etc. Puis vous avez des parents qui ne le font pas, ou pour qui ça n'est pas naturel, voire pas confortable, parce qu'eux-mêmes ont reçu une éducation où on nie les émotions. On dit aux garçons, tu vas pas pleurer, c'est pour les filles. Alors donc un petit garçon qui ressent de la tristesse va s'interdire d'exprimer et même de ressentir, ça peut aller jusqu'à ressentir cette tristesse, alors qu'elle est là. Alors que naturellement, l'enfant va exprimer l'émotion qui lui vient au moment où elle vient. Naturellement, parce qu'en fait, l'enfant est fait de ça. C'est un réservoir d'émotions, parce que l'émotion, c'est notre contact avec l'environnement. Et l'enfant, dans cette période où il se développe, il apprend, il n'est qu'émotion. Il découvre le monde au travers de ça. Et à quoi est-ce qu'elles nous servent alors, ces émotions ? Alors, je le disais tout à l'heure, la première utilité de nos émotions, ça a été de nous aider en fait à vivre, survivre, croître, nous déployer. Ouais. Sans elles, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que, imaginons-nous, nous sommes des hommes préhistoriques. Je suis désolée, Philippe, mais on en revient. Imaginons, voilà, nous sommes dans notre caverne, nous sortons, et là, nous sommes, je ne sais pas, en face d'un ours, d'un animal féroce, d'accord ? C'est là que l'émotion intervient. Elle intervient immédiatement. Nous sommes capables de réagir en une fraction de seconde à ce stimulus qui est visuel. Notre cerveau traite immédiatement par un circuit court cette information et nous allons faire ce qui est approprié, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de sauver notre peau. D'accord. Donc ça peut être partir en courant, ça peut être se figer si c'est, je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas, ça nous sert à ça. De la même manière, on parle des émotions primaires, secondaires. On ne parle pas de l'amour, mais l'amour, le sentiment du lien, le lien à l'autre, l'affectivité, ça nous a permis et ça nous permet justement de nous déployer. Finalement, les émotions nous aident à avoir les bonnes réactions dans la plupart des cas. C'est ça. Dans la plupart des cas, elles sont faites vraiment pour nous aider à avoir les bonnes réactions, les bons mouvements, les bons comportements. Alors, bon, entre guillemets, c'est au regard de la conversation et de la conservation, et de la croissance de ce que nous sommes. Si on ramène l'intelligence émotionnelle en entreprise, quel est le rôle des émotions dans la prise des décisions, par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive vraiment bien à analyser, justement pour le corriger et que la prise de décision soit la meilleure possible ? Alors, je ne sais pas si on va parler de corriger, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que oblitérer complètement la dimension émotionnelle dans une prise de décision peut amener à prendre des décisions qui ne sont pas complètement valides. Et ça a été démontré notamment par des expériences, par des neurologues, chez des patients qui étaient privés en fait de cette capacité et qui ne pouvaient pas mener, diriger, décider en fait de leur vie. Donc, de là à dire qu'en entreprise, on prend des meilleures décisions si on prend en compte cette dimension-là, il y a des chercheurs qui le disent, il y a des psychologues qui le disent, des psychologues du travail. Voilà, moi, je crois beaucoup à ce que je vois. Et ce que j'observe, c'est que chez des dirigeants ou des managers, s'il y a une intégration aussi des dimensions de l'impact des décisions qui sont prises sur le bien-être, l'affectivité, le vécu de leurs collaborateurs, les décisions, elles sont plus ajustées. Mais après, moi je parlais dans le business d'une certaine façon, prendre le risque, investir tel ou tel marché, vous voyez. Ça c'est intéressant, c'est une dimension qui est la gestion de sa propre peur justement. Comment est-ce que je génère on va dire une expérience positive par rapport à ça peut devenir une stimulation si vous êtes trader. On y va pas, on tente le coup, on tente pas le coup, vous voyez. Alors là-dessus, il y a des études qui ont démontré que chercher à prendre des décisions justement sur des gestions de risques strictement rationnelles, c'était souvent moins productif que d'intégrer, que de se laisser justement, de laisser son cerveau baigner par une vision beaucoup plus globale et donc d'intégrer cette dimension émotionnelle.
Donc, il peut y avoir des meilleures décisions, notamment dans des gestions de risques, parce qu'on a laissé son émotion aussi nous parler. Mais on a aussi des exemples qui sont contre-productifs. Donc là, qu'est-ce qui parle ? C'est l'expérience, le retour d'expérience, la fois d'avant ? Ça peut être ça, effectivement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui sont, parce qu'elles ont vécu des expériences répétées difficiles ou infructueuses, elles vont éviter de prendre des risques, alors qu'elles prennent un job qui va leur demander de s'exposer davantage. Et donc c'est là typiquement que le coaching peut être utile, parce qu'on va les aider à détricoter l'expérience. Qu'est-ce que ça a engrammé ? Qu'est-ce qu'elles se racontent autour de cette expérience ? Et dès qu'elles sont à nouveau confrontées au même type de situation, quelle est la petite musique et les messages qu'elles s'envoient à elles-mêmes qui les empêchent de prendre un risque mesuré, qui n'est pas vital et qui ne sera pas un problème, au contraire. On réagit toujours de la même façon quand une situation se présente, identique ? Alors, je dirais que non, on a des automatismes. On parlait tout à l'heure de nos... Alors, on peut dire, est-ce qu'il y a une dimension émotionnelle ou pas ? Là, on va prendre le cas d'une dimension émotionnelle dans cette situation. On réagit, il y a une partie qui va être automatisée si on arrive sur des émotions primaires, notamment celle de la peur, du dégoût, tout ce qui est le danger ou tout ce qui doit nous protéger. Là, oui, on va réagir de la même manière. Mais quand on est sur des choses sociales, une situation en entreprise ou une interaction avec des amis, on peut moduler sa réaction à partir du moment où on a pris conscience de nos réactions habituelles. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est systématiquement en colère dans une situation donnée. Vos enfants laissent leurs affaires traîner partout. Bon, entre, on va dire, 1 an et 20 ans, 18 ans, vous réagissez toujours de la même manière. Ben non, au lieu de hurler et de jeter leurs affaires par la fenêtre, vous pouvez dire, bon, ok, je sens que ça m'énerve, je sens que je suis énervé par ce qui se passe. Qu'est-ce qui m'énerve vraiment ? C'est le fait d'avoir répété X fois la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'il continue ? Il s'obstine à faire ça. Mais j'ai un choix. J'ai le choix d'être pédagogue et de continuer à répéter à mes enfants cette règle que j'ai instituée à la maison. J'ai le choix de tourner les talons et de dire « je n'ai rien vu ». On a toujours le choix de la réaction à partir du moment où on a pris conscience. Donc c'est cette première dimension de l'intelligence émotionnelle. Je suis au contact de ce que je ressens et je suis conscient de l'histoire que je me raconte autour de ce que je ressens. Et c'est là où on est plus intelligent émotionnellement, parce que on sait qu'on réagit comme ça dans telle situation et donc on en a pris conscience. C'est ça. Et ça nous amène à la question des besoins. C'est-à-dire que l'émotion que je ressens, en fait, elle est le réceptacle d'un besoin qui est sous-jacent. Si je suis agacée, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas couvert. Et certainement que je ne me sens pas respectée dans ma présence dans la maison, dans maman de la famille, etc. Voilà. Donc si je ne me sens pas respectée, oui, ça me met en colère et oui, je voudrais réparation. Vous voyez, si on monte dans le crescendo, et en même temps, est-ce que c'est si grave ? Ma vie n'est pas en danger. Voilà. L'être humain est caractérisé par plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence rationnelle, qui est mesurée par le QI, et puis il y a le quotient intellectuel qui mesure l'intelligence, le quotient émotionnel qui mesure l'intelligence émotionnelle dont on parle ce matin. Elle représenterait 75% de notre intelligence contre seulement 25% de l'intelligence rationnelle. Alors là encore... Ce sont des chiffres qui sont... Oui. Là encore, j'ai envie de dire peut-être, soyons... Voilà, on peut présenter l'état de l'art, c'est ce qu'on a aussi cherché à faire dans ce livre, et en même temps, il se peut très bien que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, une étude sorte et nous dise tout à fait autre chose. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un courant, notamment, il y a eu un article qui est paru dans la Harvard Business Review qui prend un peu le contre-pied de tout ce qui s'écrit et se dit sur l'intelligence émotionnelle. Donc, moi, je pense qu'il faut être attentif à ne pas généraliser non plus, à ne pas se dire, voilà, c'est la panacée, il n'y a que ça qui crée de la performance, ou un manager qui ne serait pas intelligent, qui ne serait pas capable, on va dire, d'utiliser correctement ses émotions, ça serait un mauvais manager.
Non, enfin voilà, gardons-nous des caricatures. Moi, je travaille avec des gens qui intègrent l'ensemble. Je travaille avec des gens qui sont vraiment très très rationnels, voilà, et notamment avec des experts. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dépourvus, qu'ils sont plus intelligents ou moins intelligents. Vous voyez, parce que l'intelligence, c'est pas l'un ou l'autre, c'est intégrer, c'est la capacité à connaître, comprendre et à réagir de manière appropriée à ce qui se passe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on parle de l'entreprise, alors vous prenez l'exemple dans votre livre des recadrages. Vous devez recadrer quelqu'un. Vous expliquez que finalement le recadrage, les deux n'aiment pas ça. Celui qui va recadrer n'aime pas ça, et celui qui est recadré n'aime pas ça non plus. Comment est-ce qu'on fait un bon recadrage ? Alors, je pense que derrière la notion de bon recadrage, c'est le mot que j'aime déjà, recadrage. Pourquoi est-ce qu'il faudrait recadrer d'ailleurs ? Peut-être que ce qu'on peut garder dans recadrage, c'est la notion de cadre. C'est-à-dire que quand on est dans une relation professionnelle, il y a un cadre qui nous unit, c'est le cadre contractuel, c'est le cadre de l'entreprise dans laquelle on est. Donc, on pose un cadre sur notre manière de travailler, sur nos comportements, et c'est à partir de ça qu'on va se dire, est-ce on joue ensemble dans le cadre comme un terrain de jeu, quelque part, on pourrait se dire, on est une équipe et on joue au rugby. Et on va respecter nos règles dans ce cadre-là. Bon, mais peut-être qu'un des joueurs a oublié ou a des préférences pour d'autres types de règles. Il ne veut pas jouer au rugby, il voudrait jouer au foot et donc il utilise sa main. Bon, non, n'empêche que... Non, pour une fois que c'est le rugby qui passe avant le foot... Mais moi, je viens du sud-ouest. Donc c'est bien, j'ai trouvé l'exemple pertinent, c'est pour ça. Donc forcément, voilà. Ce qui veut dire que le cadre, il n'est pas négatif. Le cadre, il est là pour nous protéger et pour nous donner des éléments communs. Donc, c'est naturel qu'un manager soit amené à rappeler le cadre. Donc, c'est plutôt, même si naturellement, ce n'est pas toujours agréable, parce que dans le recadrage, il peut y avoir des choses pas agréables à dire, c'est la manière de le dire et c'est la qualité et de l'intention et de la relation qui va faire la différence. Donc, derrière bon, je mettrai ça. Ouais. Donc tout ça s'apprend et finalement, il faut enlever le côté émotionnel de la chose. Alors, oui et non, parce que pour moi, je ne l'enlèverai pas dans la mesure où de toute façon, le manager qui va le faire peut ressentir de l'émotion en le faisant, en se disant j'ai peur de ce que de ce que mon collaborateur va penser, il va mal réagir. Le nombre de managers qui n'osent pas dire les choses parce qu'ils ont peur de blesser ou de démotiver leurs collaborateurs, mais vous n'imaginez pas, c'est complètement incroyable. Or, c'est bien pire de ne pas dire les choses que de faire comme si ça n'existait pas. Allez, mettez la poussière sous le tapis, vous allez voir ce qui va se passer. Au bout d'un certain temps, ça va exploser. Et ni le collaborateur ni le manager ne comprendront ce qui se passe. Parce que tout d'un coup, ça sera allé trop loin. Le manager, il va faire quoi ? Il va tout déballer. Et le collaborateur, il va découvrir et il va tomber de l'armoire. Ah, on pense ça de moi, mon manager pense ça de moi, mon entreprise pense ça de moi, mais je rêve. Mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a rien dit pendant tout ce temps ? Si vous saviez le nombre de fois que j'entends ça, en coaching individuel, en coaching d'équipe, en formation management, voilà. Donc, on a bien plus intérêt à dire les choses, à donner des feedbacks de qualité, c'est-à-dire factuels sur ce que la personne a fait et qui soient vraiment, on va dire, documentés. Ça va être entendable par la personne. Si vous n'êtes pas en train de l'agresser, si vous avez un ton qui est adapté et si vous avez une intention qui est de faire progresser votre collaborateur et de l'accompagner là-dedans, il y a peu de chances pour que ça se passe mal. Donc, quand faut que ça reste factuel, comme vous dites. Oui, et pour autant, on peut tout à fait accueillir une dimension émotionnelle. C'est là que l'intelligence émotionnelle est intéressante parce que un manager, d'abord qui prendrait soin de lui et qui serait mal à l'aise avec ce temps de recadrage, déjà, il ferait ce qu'il faut pour être dans une posture et dans un état émotionnel d'ouverture et d'accueil. Donc, pacifier son état intérieur pour pouvoir accueillir les émotions des autres. C'est pas strictement ce qui va s'échanger rationnellement. Parce que bien souvent, dans ce genre d'entretien, il y a aussi des dimensions qui sont émotionnelles, affectives, etc. Donc, quand mon collaborateur peut perdre ses moyens, se mettre en colère, exprimer de la peur, en tout cas, que ces signaux non verbaux vous donnent de l'information, vous en tant que manager, qu'il se passe quelque chose, vous pouvez agir. Au lieu de faire tourner la tête et faire comme si ça n'existait pas, vous pouvez nommer ce que vous percevez. Et peut-être que vous allez vous tromper, mais ça va ouvrir la conversation. Alors peut-être votre collaborateur va se refermer et dire qu'il ne veut pas aller sur ce champ-là, mais c'est OK. Mais au moins,
vous aurez fait la démarche. Et puis on a des outils merveilleux pour faire ça très très bien, ça s'apprend. On parle de CNV, de communication non violente notamment. C'est un apprentissage, on peut vraiment s'entraîner, s'outiller pour le faire de mieux en mieux. Ah, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Et alors assez souvent quand on met cet outil-là en main aux managers, ils disent ah bah oui, quand vous nous montrez comment ça marche, ça a l'air très très simple, mais quand il faut qu'on s'entraîne pour le faire, on se rend compte qu'on n'est pas forcément aussi adroit. C'est la pratique. Est-ce que vous apprenez aussi la CNV aux gens qui sont sur les réseaux sociaux ? Alors, moi, je ne le fais pas, mais ma fille le fait. C'est très amusant parce que quand elle est confrontée à des commentaires haineux, elle se permet de réagir en faisant elle aussi une forme de recadrage et en proposant autre chose, en disant vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais en même temps, vous pouvez le dire autrement. Alors, il y a des outils qui existent. Il y a des outils qui existent pour évaluer le niveau de conscience qu'on a de ces émotions. À quoi ça sert et ça servirait à quelqu'un de pouvoir identifier ces émotions, on va dire, quand elles naissent, vraiment au stade de l'apparition, au stade précoce? Alors, c'est très important ce que vous dites parce que c'est aussi un sujet que j'ai eu régulièrement en coaching. Et il y a un des managers qui témoigne dans le livre et qui explique en fait tout son chemin par rapport à ça. Et son point de départ, c'était de se retrouver dans des situations, des réunions, des négociations, des échanges où le démarrage de la colère, mais ça se faisait vraiment en une fraction de seconde. Et ce qu'il a cherché à faire, c'est à identifier ce qui était pourvoyeur de cette colère-là. Qu'est-ce qui déclenchait la colère chez lui ? Donc, on a fait tout un travail d'exploration, d'analyse, à la fois des éléments physiques, mais aussi des pensées qui pouvaient être associées. Et on a cherché à identifier de manière récurrente quels étaient les dénominateurs communs à ces situations qui le mettaient très en colère. Donc, à partir de là, donc à la fois dans le repérage des premiers signaux, ça lui a permis de se mettre en alerte et donc de focaliser son attention sur ces premiers indicateurs. Ah, là, je sens que c'est ce qui est en train de m'arriver. Et donc de mettre en place une autre réaction que cette réaction automatique, donc où il hausse la voix et où il cherche en fait à en découdre. Alors vous proposez des outils, un des outils c'est l'OSBD. C'est comme ça qu'on prononce? Tout à fait, OSBD, oui. Ouais. Ça veut dire observation. O pour observation, donc S pour sentiment, B pour besoin et D pour demande. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un des outils qu'on utilise énormément et qui vient de la communication non violente. Qu'est-ce que je voulais qu'on parle des pensées négatives qui peuvent arriver. Il nous arrive d'avoir des pensées négatives, que ce soit sur les autres ou sur nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut, de façon consciente, réorienter ces pensées qui nous viennent ? Alors déjà, c'est important de prendre conscience du type de pensée que l'on s'envoie à soi-même. Tout à l'heure, on disait, est-ce qu'on réagit toujours de la même manière aux situations ? En fait, une situation X peut être vécue de manière totalement différente. C'est la même situation, mais vécue de manière totalement différente par deux personnes. Le travail qu'on fait en coaching, c'est un travail d'exploration à 360 degrés pour comprendre et pour, on va dire, dévoiler toutes les pensées et toute la petite musique que la personne construit dans une situation. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques années, j'avais accompagné un manager qui était lui-même très, très en conflit avec son propre manager. Et donc, il ne voyait que les limites de cette personne. Et donc, que les manquements, que tout ce que cette personne n'avait pas, ne faisait pas, n'était pas. Bon. Et donc, en fait, il remplissait les séances de travail d'une litanie de tout ce qui n'allait pas. Et donc, un jour, je lui ai dit, écoutez, je vais vous proposer de prendre une feuille et de penser à votre manager et vous allez faire la liste de tout ce que vous appréciez chez lui. Vous imaginez, la personne se décompose quand je lui demande, commence à transpirer à grosses gouttes, mais s'exécute, prend sa feuille, son stylo, et puis voilà. Donc il y a, on va dire, je pense un grand moment de solitude au démarrage. Moi, je fais vraiment, je ne bouge pas et je laisse complètement les choses se dérouler. Et puis il se met à écrire. Et il écrit. Et il écrit. Et il continue à écrire. Et il noircit une feuille entière avec toutes les qualités qu'il reconnaît à son manager. Donc, d'une situation... Alors,
ça n'est pas venu par hasard, cette approche. Je venais de me former à l'approche appréciative, l'appreciative inquiry, qui se base justement sur la psychologie positive et sur la... Je me demandais ce que c'était en fait. Alors, en fait, ça, c'est l'exploration, si on le traduit, c'est l'exploration appréciative, c'est-à-dire c'est la recherche de ce qui fait sens, de ce qui donne de la vitalité, de ce qui est appréciable dans toutes les situations. Et en fait, nous avons tous la capacité à le faire. C'est juste un choix d'attention porté sur ces dimensions-là. Appreciative inquiry, on se forme comment à ça ? Alors, ça se fait en français ? Alors, ça se fait en français, ouais. Ça se fait avec des praticiens très compétents, l'Institut français de l'Appreciative Inquiry. Donc, on s'est formé là avec Régis. Et c'est d'ailleurs comme ça, Régis Rossi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. C'est bien ça. C'est utile finalement. Alors, moi, j'estime que ça fait 20 ans que je fais ce métier. Je me forme à peu près tous les ans à un nouvel outil, une nouvelle approche. Dans tout ce que j'ai pu faire comme formation, c'est une des approches qui a le plus fortement transformé ma pratique professionnelle. Mais pas que. C'est aussi un renforcement de la manière dont je choisis de voir la vie, d'être en relation avec les autres, etc. Et ça n'est pas vrai que pour moi. Vous pouvez en discuter avec des tas d'autres praticiens, ils vont vous dire la même chose. Voilà, et vous êtes co-auteur d'un livre, alors c'est Les pouvoirs, il y en a plusieurs, de l'intelligence émotionnelle, sous-titré « Utiliser la puissance des émotions pour développer confiance, engagement et coopération ». Votre éditeur c'est Erol, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous regardez l'émission sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Très belle journée santé sur Beurre FM.